Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi sur Afrique Média. Vous regardez Appel sur le continent. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons donc débattre de ces thématiques, bien sûr, vous le savez. C'est ce qui fait l'actualité, cette bataille en Afrique entre justement ces grandes puissances. On parle de la Russie, mais aussi de la France. Alors, dans un plan un peu plus large, la communauté européenne. On en parlera donc avec nos invités qui sont sur le plateau. Jonathan Bateguini est avec nous. Bonsoir à vous, monsieur, bienvenue. Bonsoir Manuela Doumbé-Siké, bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde, bonsoir à tous les techniciens qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que cette émission ait lieu. Et c'est un plaisir que de décrypter cette actualité ce soir en compagnie de vos invités. Tout à fait. Merci une fois de plus à vous, Jonathan, d'avoir accepté cette autre invitation. Un autre invité, on va dire quoi, spécial quand même aussi sur notre plateau, Monsieur Aymar Guinan. On rappelle que vous êtes chargé de mission en matière des nouvelles technologies, de l'information et de la communication en République centrafricaine. Vous venez justement tout droit de la RCA. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, Madame Siké. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média. Bonsoir à tous les Africains et aussi à mes compatriotes de la République centrafricaine. Merci. Une fois de plus, on rappelle que votre présence va justement nous aider à mieux comprendre la situation dans votre pays qu'est la République centrafricaine, parce que vous êtes là, vous allez certainement nous donner des informations fiables justement en la matière. Alors je vous propose, chers téléspectateurs, avant de passer la parole à nos invités, on va prendre un élément, on va aller justement du côté de la République centrafricaine avec cet élément du président de l'Assemblée nationale de ce côté-là. Que nombre de contingents de la MINUSCA se livrent dans le commerce des mines. Nombre des éléments des différents contingents de la MINUSCA. Ce que je dis en tant que député. La population nous dit, voilà ce que fait la MINUSCA. Ils achètent le diamant. Ils achètent l'or. Ils font du commerce des pierres précieuses. Ils me l'ont dit. Mais je ne voudrais pas parler sans rigueur, parce que je n'en avais pas la preuve. Je ne peux pas le dénoncer comme ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après l'information que j'ai reçue en tant que député, boum, ce cas a été dénoncé par les autorités portugaises. Donc, nos populations ont raison de dire que la MINUSCA se livre dans le commerce des pierres précieuses. Je n'ai pas menti. Si je l'avais dit avant, je pense que les autorités portugaises n'allaient pas le dénoncer. Mais moi, lorsque j'ai reçu l'information, je l'ai gardée pour moi en attendant de mener mes enquêtes, mes investigations, pour en avoir le cœur net, avant de rendre ça public. Boum. Les autorités portugaises ont dénoncé ça. Ce qui revient à dire que nos populations ont raison de défendre leurs intérêts. Nos populations ont raison de dénoncer certaines choses. Maintenant, je peux en parler allègrement, parce que le fait qui vient d'être consacré par la dénonciation par les autorités portugaises du commerce des pierres précieuses, par les éléments du contingent portugais qui sont aussi les éléments de la MINUSCA en République centrafricaine, est avéré. Voilà. Et est-ce que cette affaire affectera-t-elle la coopération entre la République centrafricaine et la MINUSCA? Vous savez, toujours, quand on vit en couple, il y a des hauts et des bas. Mais il faudrait être capable de pouvoir enjamber ces difficultés-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Je ne peux pas renvoyer tout de go comme ça, ce que fait la MINUSCA en République centrafricaine. Il y a quelques avancées qu'il faut reconnaître. Mais naturellement, même si au niveau des autorités, cela ne va pas porter un coup fatal à la coopération entre les deux entités,
le gouvernement centrafricain, la République centrafricaine en tant qu'État, la MINUSCA en tant qu'institution des Nations Unies, mais la population. Je crains que la population, qui apprécie déjà très mal ce que fait la MINUSCA, en passant par ce détournement, par ce vol de son patrimoine, de son bien, lorsqu'un élément d'un contingent qui travaille pour le compte de la MINUSCA se livre dans le commerce du diamant, de l'or et autres, sans pour autant qu'il n'en ait l'autorisation, on appelle ça vol. C'est du vol. Mais puisque la population sent que les gens qui sont venus la protéger pillent ses biens. Vous savez, le fossé va s'agrandir jusqu'à avoir une profondeur abyssale. Ça, il faut le craindre. Revenons sur les relations culturelles avec la Russie. En ce qui concerne l'enseignement de la langue russe à l'université de Bangui, alors y a-t-il des progrès sur la question des enseignants, de la formation et de la fourniture de matériel pédagogique? Est-ce que c'est même un problème? Je ne sais pas. Celui qui vous parle est ancien doyen de faculté des lettres. J'ai été doyen de la faculté des lettres. Au sein de la faculté des lettres, il y avait l'enseignement de la langue russe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'enseignement de l'espagnol. L'enseignement de l'allemand. Je ne parle pas de l'anglais. Mais je ne sais pas. Quand on parle de renouer avec l'enseignement de la langue russe, ça crée des problèmes. Lorsque j'étais doyen de faculté, on enseignait la langue russe à la faculté des lettres et sciences humaines. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de professeurs. On n'avait pas posé la question à un sous-chef d'état-major des armées qui comptait parmi mes étudiants. Il a appris le russe quand il était étudiant à la faculté des lettres. Pourquoi maintenant le fait de renouer avec l'enseignement de la langue russe, ça devient un problème? On aurait aimé continuer. Malheureusement, nous n'avons pas les compétences qu'il faut. On n'en avait pas beaucoup. L'espagnol, on s'est battu pour ouvrir une section d'espagnol. On n'avait que 2 professeurs, un docteur et un qui a le niveau de Master 2. Bon, finalement, les 2 professeurs ne sont plus disponibles. Puisqu'il n'y a pas d'enseignant, est-ce qu'on peut continuer à enseigner une langue? Non, on n'enseigne plus l'espagnol. L'allemand, c'est pareil, on aimerait bien enseigner l'allemand. Mais malheureusement, les professeurs faisaient défaut. On a suspendu l'enseignement de l'allemand en République centrafricaine. On a même tenté avec le chinois. Je ne sais pas si ça continue encore parce que je ne m'occupe plus beaucoup du fonctionnement administratif de la faculté. Je ne sais pas si le chinois continue. Et même l'arabe. Et ce sont des langues. Ce sont des langues dont nous avons besoin pour l'avenir de notre pays. Je suis à Moscou ici. Je suis obligé de faire appel à un interprète. Mais si je comprenais le russe, je parlais russe. C'est vrai que j'avais appris le russe lorsque j'étais jeune à l'école. De la 4e jusqu'en terminale. Mais une langue mérite d'être pratiquée. Si vous ne pratiquez pas une langue, vous la perdez. C'est pour ça que j'ai perdu la langue russe. Je sais lire le russe, mais je ne sais plus parler le russe comme je le faisais quand j'étais au lycée. Et je ne suis pas seul dans ce cas-là. Où est le problème?
Sur ce plateau, merci à la réalisation pour cet élément. On rappelle que Luc Michel également sera avec nous. Il est d'ailleurs déjà connecté pour également commenter cette actualité. Bonsoir à vous, Luc Michel. Là, la question que vous posez, elle a d'autant moins de raison d'être répondue que ce n'est ni la France ni l'Union européenne qui sont aux commandes, mais les États-Unis. Ce 14 décembre, le State Department a émis un communiqué encourageant l'Union européenne à prendre des sanctions. Et le 15 septembre, une longue note diplomatique a été diffusée, saluant, résumant et présentant ces sanctions. Il est clair que c'est Washington qui est à la manœuvre et pas du tout Paris, ni des pays secondaires de l'OTAN. Donc, il n'y aura pas de collaboration. Le ministre Lavrov a répondu d'ailleurs vendredi. Il a dit « L'Union européenne et la France feraient mieux de collaborer à lutter contre le terrorisme avec la Russie. » Il a ajouté « Dire nous étions là les premiers, vous devez partir, ce n'est pas une façon de partir. » Il ne faut donc pas attendre d'accommodement entre les deux pays. Pas plus au Mali qu'en Centrafrique d'ailleurs, il y a de collaboration entre les instructeurs russes et ceux de l'Union européenne. Ajoutons que ceux de l'Union européenne ont déguerpi de la Centrafrique et il faut espérer qu'ils vont déguerpir du Mali. Ils n'ont servi à rien en 4 ans. Pour ce premier jet du mois, merci d'avoir planté le décor. Monsieur Elmar Guinan, alors je me retourne vers vous. On a suivi tout à l'heure, on a écouté le président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Il est revenu sur un certain nombre de choses. Il a parlé justement de ces éléments qui sont en mission en République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Alors, il a relevé les accusations, les préoccupations de la population, trafic illicite en tout genre, commerce illicite, on parle de pierres précieuses, des diamants et tout. Comment est-ce que, voilà, parlez-nous de cette réalité en République centrafricaine, peut-être pour nous permettre de comprendre les manifestations, parce qu'on a enregistré souvent des manifestations contre la présence étrangère, présence militaire étrangère en République centrafricaine. Merci, madame. La République centrafricaine, mon pays, oui, est un pays souverain, un pays qui s'ouvre au monde. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, il a dit ceci, je le cite. oui. La Centrafrique est ouverte à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mon pays meurtri, avec une crise sans précédent, avec une souffrance. On a un président de la République qui ne lâche pas ses combats, où il mène le combat pour la paix. Il va vers les alliés qui veulent bien aider la République centrafricaine. Nous devrions, nous Africains, nous Centrafricains, le soutenir dans ces démarches. Et le sens de ce combat de nous les Africains, c'est de voir à qui nous allons tourner, où sont nos leaders. Je suis content de voir devant l'entrée de l'Afrique Média, Oui. les différents portraits des hommes d'État africains, mais il y en a beaucoup qui sont partis. On a un leader vivant en République centrafricaine qui ouvre la voie aux autres Africains, aux autres présidents africains pour leur dire ceci. La République centrafricaine vit. La République centrafricaine et les Centrafricains vivent. Je suis de Poutine. Oui. Est intervenu en République centrafricaine dans le cadre de la résolution des Nations Unies sur l'octroiement des armes au FACA. Alors que le pays était sous embargo. Mais un embargo qui ne dit pas son nom. Où trouve-t-on les armes des rebelles? Les terroristes en République centrafricaine, les armes sortent d'où?
il était question de former les soldats centrafricains au maniement des armes offertes par la Russie. Mais ces armes formées, instruites par les instructeurs russes, mais qui font face le 20 décembre 2020, il fallait que les soldats centrafricains aillent au combat. La MINUSCA ne se combatte pas. Il fallait que le sang centrafricain qui peuvent défendre le sang centrafricain. Mais nos alliés russes et les Rwandais et les Burundais ont accompagné ces soldats, braves soldats centrafricains, les forces armées centrafricaines, nos FACA, gloire à eux, hurrah à eux, qui ont allé sur le front combattre, repousser Bozizé et tous ces terroristes à nos frontières. Savez-vous aujourd'hui où se trouve Bozizé? Dites-nous. Au Tchad. Qu'est-ce qu'il fait Bozizé au Tchad? Par quels moyens il a atterri au Tchad? Chers compatriotes, je peux dire, cher panafricanisme ou les centrafricains qui nous suivent, les terroristes ne sont pas qu'au Mali. D'où aujourd'hui le président malien, il a pris l'exemple sur la République centrafricaine d'exprimer sa souveraineté pour affronter les forces de mal qui sont les terroristes. On a un chef de l'État digne, le président Faustin Archange Touadéra, soutenu par le Parlement, par les élus du peuple. Et les élus du peuple, madame, Oui. ils ont publicité, ils ont félicité par le président de l'Assemblée nationale, M. Sarandi, avec une lettre de félicitations. Il est dit en Afrique. L'Assemblée nationale, par la voix du président de l'Assemblée nationale, ont remis une lettre de remerciement au nom du peuple centrafricain à nos compatriotes, à nos alliés russes et les Rwandais. Par la suite, la Douma a réagi pour que le président de l'Assemblée nationale, représentant du peuple, élu de la nation centrafricaine, débarqué à la Douma, reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères, Oui. reçu par le ministre de la Défense et aussi avec son homologue russe à la Douma. Le message passe. Le président de la République centrafricaine fait passer le message à tout le peuple noir africain. Nous sommes des Noirs africains, nous sommes des Africains, nous devrons assumer le fait que nous sommes des Africains. Par nos leaders. On a un leader en Afrique. Aujourd'hui, vous avez vu que le Mali a suivi la voie de la République centrafricaine. Tout à fait, oui. Pour que son peuple puisse souffler. Voilà à peu près... Oui, peut-être avant de passer la parole à un autre invité, on aimerait également savoir comment est-ce que c'est vrai qu'on a pu avoir quelques réactions de la population centrafricaine lorsqu'on annonçait l'arrivée effective des militaires, du moins des soldats russes sur le territoire centrafricain. Mais aujourd'hui, vous avez rappelé une date, cette date de décembre 2020. On sait que le pays se prépare à une élection présidentielle. Les informations que nous recevons, le pays, le gouvernement a pu récupérer une très grande partie de son territoire entre les mains des rebelles. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on vit en République centrafricaine? Comment est-ce qu'on ressent cette présence étrangère dans le pays? Voilà les choses. Oui. Avant les élections, Oui. ces hommes politiques, je ne sais pas qui jouent le rôle de diable en République centrafricaine, toujours les mêmes. Vous avez Bozizé, vous avez Mekassoua, vous avez tous ces parterres des hommes politiques centrafricaines Oui. qui jouent aux terroristes en République centrafricaine. Ils avaient un plan. Ils ne voulaient pas... ils voulaient une transition d'abord vis-à-vis d'un président légalement élu.
échoué. Ils ont demandé le dialogue bien avant que les élections arrivent, échoué. Ils ont fait les tentatives de coup d'État, échoué. Mais les 600 instructeurs russes sont venus en République centrafricaine former nos soldats. En France, madame, les GIGN, les luttes contre antiterrorisme, contre les gangs, contre les bandes armées en France, ils sont cagoulés. Ouais. Est-ce qu'on voit les gendarmes de la GIGN en visage découvert? Non. Eh bien, on a des commandos qui arrivent aussi dans un pays où il n'y a que des terroristes depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas d'autre mot de les traiter comme des terroristes. Mais ces instructeurs russes sont venus auprès des FACA. Il y a eu ce lieu. Mais les Russes ont compris que ce peuple noir qui souffre, il faut bien les aider. Il ne faut pas laisser la République centrafricaine dans la boue. Mais le peuple centrafricain accueille aux bras ouverts les Rwandais et aussi les Russes qui sont à côté de nos FACA, qui sont en train de le former au maniement des armes. Et nous sommes fiers. Merci à vous, Monsieur Edmar Guinon. Merci pour ces explications, justement, à partir desquelles on comprend de plus en plus la situation en République centrafricaine. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Le temps de retrouver Luc Michel également à la suite de Monsieur Edmar Guinon. Luc Michel, peut-être la même interrogation, en rappelant justement que Moscou a déjà réagi aussi, hein, avait réagi face à ces accusations occidentales. Le ministre Lavrov vient de répondre, il parle du cas du Mali, mais évidemment de toute l'Afrique. Il déclare que les Africains en ont assez de 8 années d'incapacité d'échecs occidentaux. Il ajoute que ni l'Afrique ni le vol de l'Est ne veulent plus des Occidentaux, de leur incompétence, de leur arrogance, etc. Il pose enfin une dernière question. Il se demande simplement combien de temps les Occidentaux vont encore mettre à comprendre la situation. C'est clair et net, il n'y aura pas de collaboration entre les Africains, le bloc de l'Est, et l'OTAN et les États-Unis. C'est cela qu'il faut constater. À votre question, il faut répondre par le négatif. Cette collaboration, elle a été rendue impossible même par les Occidentaux. Ça fait 6 mois que le département d'État américain, le Quai d'Orsay, l'OTAN, l'Union européenne à Bruxelles, déclarent qu'il est impossible pour les Occidentaux de collaborer avec les Africains et avec les Russes. Eh bien, la réponse, elle est claire, la Russie n'en veut pas non plus. Pour ces précisions, une fois de plus, Jonathan Batenguene. Alors, Luc Michel a répondu tout go à la question principale. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, cette collaboration semble impossible entre les deux camps, la Russie et bien sûr les Occidentaux? Là, on élargit un peu le champ, on a la RC, on a le Mali, pour ces deux pays-là. Cette collaboration est impossible, non pas pour des raisons morales. Pourquoi? Je vais clarifier. Oui. Si c'était pour des raisons morales, il faut noter que 1991, la première guerre du Golfe, une société militaire privée américaine travaillait aux côtés des forces de l'OTAN. Il s'agit de la MPRI, Military Professional Resource Incorporated. C'est la première société de défense américaine et dans le monde professionnel, bien sûr après l'échec des Sud-Africains, qui a exercé dans un conflit armé. Cette société possédait 1/100 des combattants sur le terrain. La même société s'est retrouvée en Afghanistan, dans les opérations menées par l'OTAN. MPRI était chargée de la doctrine militaire de l'armée afghane. Elle était chargée de la formation des militaires afghans, dont le rôle d'instructeur qu'on reconnaît aujourd'hui aux Russes. Oui. Les soldats français étaient impliqués sur le terrain de l'Afghanistan. La France avait déployé 1200 soldats en Afghanistan, qui ont travaillé aux côtés de MPRI, pas seulement.
Quand vous regardez au niveau des opérations de terrain, il y a la société Ginko, il y a la société Kellogg Root qui ont travaillé avec les Français sur le terrain de l'Irak. On parle bien sûr des opérations qui se sont déroulées entre 2002 et entre 2006 et 2010. Les Français ont coopéré avec du personnel qui sécurisait leur base militaire. Encore, c'était confié à des sociétés militaires privées. Donc, ce qu'ils appellent les mercenaires. C'est-à-dire que quand il y avait une base de l'OTAN, pour la sécurité des militaires qui étaient à l'intérieur, les Américains avaient fait sous-traiter cela à une société américaine qui déployait le personnel pour sécuriser les militaires de l'OTAN. On ne parle pas là simplement des militaires américains. Il s'agit des militaires de l'OTAN. Aujourd'hui, que représentent les sociétés militaires privées? Dans l'effectif des Américains, c'est 104 100 soldats. 104 100 personnels dans l'effectif de l'armée américaine. L'armée américaine, hormis les réservistes, dispose de près de 500 000 soldats. Donc vous comprenez qu'on est là dans un ratio très important. Près du 1/5 de l'armée américaine aujourd'hui est épaulé par du personnel militaire privé. Il ne s'agit donc pas de raison morale. Parce que tous les pays que l'on retrouve dans l'Union européenne sont membres de l'OTAN, du moins pour la plupart, ils sont membres de l'OTAN. Ils ont donc une culture de coopération avec des sociétés militaires privées américaines, du moins anglo-saxonnes, parce qu'il ne s'agit pas seulement des sociétés américaines, il y a également des sociétés anglo-saxonnes. Les mêmes Français coopèrent avec l'État d'Arabie Saoudite. Oui. Et l'État d'Arabie Saoudite travaille avec la société Sunline. Sunline, qui est une société militaire privée américaine. Et la société Sunline prodigue des conseils militaires à l'État d'Arabie Saoudite. Vous savez que l'État d'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'un des potentiels clients du fameux chasseur français Rafale. Okay. Le chasseur de dernière génération qu'il cherche à mettre sur le marché. Et c'est la société Sunline qui travaille dans le conseil. D'où vient-il que les Français brandissent l'argument moral? C'est un argument obsolète. Ils ont une culture de travail avec les mercenaires anglo-saxons, américains et anglais. On parle bien sûr là de mercenaires qui avoisinent aujourd'hui le million de personnel. Le million. Je ne parle pas là de 500 000, de 200 000. Le million de personnel, les sociétés militaires privées anglo-saxonnes, c'est le million de personnel dans le monde. Ça veut dire que ce million de personnel, les militaires français, les militaires de l'OTAN sont habitués à coopérer avec eux. D'ailleurs, l'épisode le plus récent, c'est il y a de cela 5 jours. Le personnel militaire privé anglo-saxon a été déployé en Ukraine. Cela a été, l'alerte a été donnée par l'agence RIA Novosti de Russie. Et l'État de Russie a communiqué là-dessus en disant que le déploiement de ces mercenaires dans les zones, dans les zones frontalières avec la Russie constitue une menace pour l'État de Russie et cet État se réserve désormais le droit d'une montée en puissance de ses effectifs et de son matériel au niveau de la frontière. Les Français ne peuvent donc pas prétendre qu'ils sont face à des acteurs nouveaux qu'ils ne connaissent pas et avec lesquels, pour des raisons morales, ils ne peuvent pas débattre. Je le dis parce que lorsque vous suivez l'interview de Madame Parly au Sénat, il y a un sénateur qui fait des arguments moraux. C'est un papa, mais vous sentez qu'il n'est pas très honnête. Il fait part des arguments moraux de demander à Madame Parly, mais est-ce que s'il y a des mercenaires, nous restons sur le territoire? Comme si la France avait une culture de travail
qui était étrange à la collaboration avec les mercenaires. Vous voyez que déjà dans la base de la pensée politique internationale, ou du moins dans la pensée politique dans ses relations à l'international, la France va sur des dés pipés. On se ment à soi-même qu'on est un acteur moral, dont l'argument moral ne tient pas. Maintenant reste l'argument géopolitique. Ouais. Les forces de l'OTAN, les forces françaises, ne peuvent pas coopérer avec les instructeurs russes parce que foncièrement opposés. Je viens de relever l'épisode ukrainien. L'épisode ukrainien, c'est effectivement la preuve de ce que nous avons affaire à deux blocs foncièrement opposés et qui se regardent en chien de faïence, capables de s'affronter à tout moment. La Géorgie, qui était le pays qui le plus recevait ces sociétés militaires privées anglo-saxonnes et qui à un moment avait voulu bomber le torse, a fait l'expérience de la force de frappe et de dissuasion russe. Vous avez vu qu'en quelques semaines, le cas géorgien avait été réglé. L'Ukraine, qui actuellement est en train de devenir le terrain par excellence de provocation des forces anglo-saxonnes, nous montre que la Russie et ces pays-là n'ont pas une culture de coopération pacifique. Ils sont dans la continuité de ce qu'on a appelé la guerre froide. Sauf que le mur de Berlin étant tombé, les idéologies ne sont plus les mêmes. La Russie est porteuse d'une vision d'un monde multipolaire, multiculturel et multilatéral, tandis que l'Occident néolibéral occidental dit démocrate se veut porteur d'une idéologie unipolaire, unilatérale, d'un monde unidimensionnel. Voilà en fait deux visions du monde qui s'opposent. Oui. Et cette vision fondamentalement opposée empêche encore que ces deux pays, ces deux blocs se retrouvent dans une coopération sur un territoire africain. Maintenant, il y a la perspective maintenant africaniste. Les Africains sont dans un élan de libération et d'émancipation. Tout à l'heure, vous avez suivi avec monsieur, notre invité, représentant de monsieur Guinaud. Monsieur Guinaud, excusez monsieur Guinaud. Donc, la Centrafrique, par exemple, est dans une dynamique d'émancipation. 50 ans d'expérimentation, champ d'expérimentation, de déstabilisation. Il faut savoir que la France a fait de la Centrafrique le laboratoire de la déstabilisation et la déstructuration de l'État. Et à partir de là, elle exporte ces techniques sur d'autres territoires. C'est l'exemple centrafricain qui a été repris en Somalie. C'est l'exemple centrafricain qu'on tente de reproduire au Mali. Oui. Et je dirais une chose. L'exemple centrafricain risque d'être finalement reproduit dans le pays qui le moins s'y attend. C'est le Tchad. Parce que voilà un pays qui joue avec le feu, dont le président fait copain-copain avec la France, et il veut faire malin-malin avec les autres Africains. À la fin, les Africains qui sont devenus très émancipés vont le lâcher. On va le laisser avec les loups français qui vont devoir reproduire leur champ d'expérimentation des déstructurations de l'État sur ce territoire-là. Donc, voilà la dimension africaine d'émancipation fait que les Africains cherchent plutôt un partenaire qui va les accompagner dans leur dynamique de libération. Et c'est dans cette perspective que les Russes apparaissent comme un partenaire fiable. Parce que les Russes apportent quoi? Les Russes apportent la dissuasion militaire qu'on n'avait pas sur le terrain. Oui. Ils inversent le rapport de force militaire sur le terrain et ils ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La présence russe apparaît comme le parapluie nécessaire avec lequel l'Afrique peut penser son émancipation. Et il y a quelque chose de bien, c'est que la Russie est accompagnée par d'autres puissances qui ont la capacité d'apporter en complémentarité ce qui manque à la puissance militaire russe. Les Chinois, par exemple, apportent la puissance technologique et économique. Les Iraniens apportent une autre puissance qui est dans la dimension
idéologique, mais la dimension aussi stratégique. Et ça fait qu'on a un bloc beaucoup plus solide qui est en train de se construire avec les nations africaines. Il y a par exemple aussi l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie qui a ouvert son ciel, qui permet aujourd'hui à ce que la Russie puisse justement se déployer sur son ciel militairement pour accéder au Mali, par exemple. L'Algérie est pour l'Afrique, je dirais, le grand bonheur que nous avons connu d'avoir un pays comme celui-là sur la terre. Parce que l'Algérie, c'est le pays qui a vaincu la France dans sa guerre de libération. L'Algérie, c'est le pays qui a une expérience militaire avec les puissances colonialistes. L'Algérie, c'est un pays qui a une histoire de résistance qui est longue, parce que jusqu'à présent, l'Algérie résiste. Et l'Algérie, aujourd'hui, c'est la puissance militaire par excellence d'Afrique. Je ne cesse de le répéter. Ce n'est pas l'Égypte la première puissance militaire d'Afrique, c'est l'Algérie. L'Algérie a toutes les capacités d'une armée moderne et l'Algérie n'a pas une chose. Elle n'a pas une dépendance vis-à-vis d'une puissance militaire étrangère. L'Algérie ne reçoit pas 400 chars militaires par an. L'Algérie a ses chars qu'elle a achetés à la Russie. L'Algérie développe les chasseurs de 4e génération plus avec les Russes. Les Algériens ont même acquis les chasseurs de 5e génération. Les Algériens ont acquis le matériel de défense antiaérienne de dernière génération chez les Russes. Ils ont payé cela avec de l'argent. Et vous allez voir une chose, les Russes sont dans ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est-à-dire, si vous avez les moyens d'acheter, ils vous donnent les mécanismes par lesquels ils vous donnent la marchandise que vous souhaitez et ils vous accompagnent même à développer cette marchandise. Donc, les Russes sont le partenaire idéal dans la lutte d'émancipation, dans la perspective purement africaine. Cette perspective veut que la rupture avec ces pays de l'OTAN soit totale. Donc, cette perspective africaine encore empêche les Russes de se retrouver dans une collaboration, une éventuelle collaboration avec ces forces de l'OTAN. Il est donc impossible d'avoir une coopération sur les territoires africains entre instructeurs africains, entre instructeurs russes et instructeurs de l'OTAN. Plutôt, nous allons observer une chose, c'est que les instructeurs de l'OTAN aient le courage de quitter l'Afrique. Voilà la seule chose que nous attendons d'eux. Qu'ils aient le courage, mais sinon la honte de quitter l'Afrique. Parce que s'ils manifestent l'une de ces deux choses, nous allons voir qu'ils sont au moins encore humains. Merci à vous, Jonathan, pour cette analyse. Eh bien, on va faire un petit tour du côté du standard avec vous, Delphin de Bujumbura. Bonsoir à vous, Delphin. Allô, vous me recevez? Allô? Recevez. Allô? Allô? Oui, Delphin, vous êtes en direct. Ok. Je te remercie donc. J'étais en train de t'adresser ma salutation. Toi, ma chère sœur Manuela Siké, et bien sûr l'ensemble de l'équipe de la régie. Je n'oublie pas les téléspectatrices et les téléspectateurs. Et vu la période, donc je pense qu'il est encore temps, nous sommes encore dans les souhaits mutuels de vœux, donc j'adresse les vœux aux uns et aux autres. Et je n'oublie pas bien sûr tes invités. Je suis ravi de revoir mon cher frère Batengene. J'adresse aussi mon salut à mon aîné Luc Michel, ainsi qu'à notre invité. Je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom. Donc bonjour à vous, monsieur le représentant de la République centrafricaine. Donc, comme on dit chez moi du côté du Burundi, mon cher frère Batengene Ndamu Hebeye. Ça veut dire en gros qu'il a mangé mes biscuits. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a dit. Simplement, je vais dire ceci. Et là, je m'adresse aussi bien à notre cher frère venu de Bangui, mais aussi à nos amis de Yerewolo
et tous les peuples de la zone CFA qui voudraient, qui ambitionnent de remettre ce nain géopolitique, suivez mon regard, à sa place. Vous vous engagez dorénavant dans une phase que je voulais à tout prix voir arriver. Ça veut dire que là, on va entrer davantage dans le vif du sujet. Et comme je parle souvent de mon petit Burundi, je vais me permettre ce conseil. Ne nous faisons pas d'illusions. Il va s'engager quelque chose qui ressemble, pas vraiment à, comme dit notre ami Luc Michel, à de la guerre chaude, mais presque. Parce que au Burundi, l'État belge allié à Washington a voulu faire la même chose, s'imposer chez nous. Rappeler que nous autres Burundais, entre autres, avons versé notre sang du côté de la Centrafrique. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, nous avons répondu à l'appel de frères centrafricains quand ils nous ont appelés. C'est aussi ça, être panafricain, aller aider le frère quand il nous appelle. Donc, pour ma part, je considère que c'était un devoir qui devait être fait. Mais à présent, c'est le tour des frères et sœurs de centrafricains d'aller au devant du combat. Et nous autres derrière, nous continuerons de leur apporter notre soutien. Mais il ne faut plus hésiter face à ce nain géopolitique qui se donne des dimensions imméritées depuis qu'il a assassiné notre papa Ouganda. Il faudra répondre au tac au tac. Vous avez des alliés sûrs. Il faudra gifler militairement la France parce qu'elle le mérite au moins 70 ans pour ce qu'elle a posé dans votre pays. Et pour ne pas monopoliser le micro, j'aimerais mettre un peu d'eau au moulin de mon frère Bateguene quand il dit qu'effectivement l'Algérie c'est la véritable grande puissance militaire du continent africain. Les États-Unis financent l'armée égyptienne annuellement à hauteur, si je ne m'abuse, d'1 milliard. Donc c'est une armée de fantassins au service de l'OTAN. Alors que l'Algérie, comme elle a l'équivalent de 0,001% de dette extérieure, plus une armée aguerrie depuis la guerre qu'on lui a imposée au cours des années 80-90, elle est aguerrie. Aguerrie. Elle, la puissance number one du continent. Donc, encore une fois, bienvenue à Alger du côté du Mali et des trois frontières. Maintenant, comme on dit au Cameroun, on va finir avec l'Élysée. Donc, je laisse la parole à d'autres. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bon début de semaine et à vous également, Delphin. Merci d'être passé par ici. On va rester au standard. On va prendre un autre téléspectateur. Monsieur Roger, vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir à vous, Manuela Siké. Bonsoir à tout le plateau d'Afrique Média. Bonsoir à tous nos techniciens chevronnés qui se donnent de la peine pour nous apporter de l'éclaircie, nous faire tout ce travail qui aujourd'hui nous éduque, à défaut d'avoir des bibliothèques intitulées Made in Africa, intitulées Venu et fait par nos pays, par nos marques de fabrique. Nous avons Afrique Média, nous nous en contenterons. C'est un début, je le dis toujours, dans la guerre qui consistera à repousser intellectuellement, économiquement, culturellement et qui sait, plus tard, physiquement, je me base aux récentes données concernant nos différents entrevues, entretiens avec l'Union européenne, avec l'Occident. C'est ce que nous possédons en ce moment. Afrique Média, la chaîne panafricaniste, je leur dis merci. Concernant maintenant le sujet de la Centrafrique, je dirais simplement, Manuela, que, merci, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que leur sous-marin est capable de produire.
Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que leur bombe atomique est capable de produire. Mais nous ne nous ferons pas tels des chiens ou des chats qui sont pris dans un piège. Nous attendrons attentivement, furtivement le moyen pour leur venir à bout, pour venir à bout de leurs attaques intempestives. Nous attendrons. Afrique Média nous offre un moyen. Nous commençons par celui-ci. La vie, l'Afrique nous a offert le président Archange Touadéra. La vie, l'Afrique nous a offert le colonel Assimi Goïta. La vie nous offrira encore, l'Afrique nous offrira encore. Alors, je reste persuadé que ce combat n'est que un combat précurseur à la libération de l'Afrique. J'en suis persuadé. Nous commençons à petits pas, mais un jour ou l'autre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être 16e Guerre mondiale, qui le sait finalement, mais un jour ou l'autre, nous viendrons à bout de l'envahisseur. Nous viendrons à bout de celui qui ne veut pas de notre épanouissement, de cet usurpateur de philosophie, de cet usurpateur de culture, de cet usurpateur de religion, un brigand, un prédateur à outrance. Voyez-vous ce à quoi nous sommes bercés. Alors, mesurons simplement chacune de nos évolutions comme un salut, un pas vers notre salut. Je vous dis merci à vous, Afrique Média. Merci à vous qui vous souciez du peuple africain. Afrique Média, le monde est sur nous. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur Roger, depuis Yaoundé au Cameroun. Je pense qu'on va refermer le standard avec vous, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. Bienvenue. Okay. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à tous ceux qui interviennent sur Afrique Média. Bonsoir à la jeunesse africaine. Manuela Siké, nous sommes conscients et nous devons être davantage conscients du fait que sur toute la terre, il n'y a pas un peuple qui est si meurtri depuis la nuit des temps. C'est l'Afrique. Ils nous ont manipulés, ils nous ont malmenés depuis longtemps. Mais nous disons à l'Occident que chaque chose a sa fin. Il n'ont qu'à avoir le courage de savoir que le mensonge ne va pas toujours régner. La vérité va un jour prédominer pour toujours. C'est l'heure que nous vivons aujourd'hui. Nous lançons un appel à nos frères africains qui s'étaient alliés à ceux-là pour piller l'Afrique parce qu'ils ont leur demeure en Europe, en Occident, en France, à Washington et en Amérique et partout où ceux-là leur ont promis. Et ils détournent tout le bien de l'Afrique pour le mettre encore à l'Occident. C'est mauvais, changez maintenant, sinon vous serez grillés. Mais vous-même, vous pouvez, vous, les traîtres de l'Afrique. Nous savons que ce n'est pas ignorance que vous avez agi. Mais lisez le temps actuel et ne vous mêlez plus. Ne vous mêlez plus. Ceux qui sont au pouvoir, les Bazoum, les Ouattara, les Kaboré, ces francs-maçons, vous êtes dévoilés. Sachez que vous n'allez plus jouer à ce jeu pour réussir pour toujours. Le temps est venu pour que l'Afrique retrouve la stabilité, pour que l'Afrique retrouve l'humanité. Cette honte, cette malédiction que ces mauvais ont versé sur l'Afrique, ont fait que les Africains se voient toujours comme s'ils ne sont pas dans leur peau. Ça a trop duré, ça finit comme ça. Aujourd'hui, la lumière est claire, la jeunesse africaine partout sur toute la terre. Manuela Siké, lisez le temps. L'Occident doit être vaincu, et il est déjà vaincu, parce qu'il a trop fait du mal à l'Afrique. Vous devez le savoir, vous les Américains, parce que je suis Américain, mais je ne suis pas l'Américain de destructeur. Ceux-là qui se disent Américains, ceux-là qui se disent Européens, qui ont pris l'Afrique comme demeure de pillage, au lieu de piller,
Ils tuent, ils détruisent l'humanité de l'Afrique. Et ils nous humilient chaque fois partout. Nous passons. Ça suffit. Que les Africains cessent de faire confiance à l'Amérique, à soi-disant ceux-là qui viennent en Amérique, tels que les Thibaut Nagui, ses consorts, pour vous dire, vous conseiller, c'est des barbares, c'est des tueurs, c'est des racistes. Ils méprisent l'Afrique, ils méprisent le noir. Le noir pour eux n'est pas un humain. Cessez de les écouter. La France a tué nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Elle va payer. Et aucun crime ne restera pas impuni. Ils n'ont qu'à le savoir. Tôt ou tard, ils vont payer. Alors, nous disons à nos révolutionnaires, allez de l'avant. Ceux qui ne peuvent pas faire le jeu, ils ne peuvent pas avoir le courage de faire cette guerre, de répondre tic-tac à l'Occident, céder. Et laisser la jeunesse prendre le pouvoir, le devoir des choses. Quand je dis jeunesse, ce n'est pas seulement les jeunes, les petits jeunes, non. Ceux qui sont jeunes en esprit, ceux qui ont compris, ceux qui sortent de l'ancien habit de colon pour s'habiter à l'habit de l'Africain, le fondeur de l'humanité. L'Afrique est l'humanité. Sans que l'Afrique ne soit libérée, l'humanité ne retrouverait la paix. Manuela Siké, que Dieu vous bénisse. N'ayons pas peur. Merci à vous, Monsieur Jean. Très bonne journée du côté des États-Unis. Eh bien, on referme dans le standard, on revient sur le plateau pour poursuivre la discussion pour les quelques minutes qui nous restent avec nos invités. Monsieur Emma Guinan, vous avez suivi l'avis de vos copanélistes. Ils sont clairs. Il ne peut pas avoir une collaboration entre les instructeurs russes et bien sûr les Occidentaux. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur certaines déclarations qui ont été faites par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et vous avez dit qu'il est ouvert justement à toute forme de collaboration. Mais la question justement demeure. Est-ce que cette collaboration est importante aujourd'hui pour la République centrafricaine? Nous parlons de langage diplomatique. Oui. Le président de la République, c'est d'abord le garant de la sécurité du peuple centrafricain. Tout à fait. Et en même temps, il y a cette coopération internationale régie par la diplomatie. Bien sûr. On a une brave, brillante ministre des Affaires étrangères que je rends hommage, Madame Baipo Sylvie, hein, qui dit les choses. Et quand elle dit les choses, quand elle dit la vérité, vous savez, la vérité, c'est comme la lumière qui jaillisse dans l'obscurité. Les gens, ils se cachent. La coopération, c'est le socle de la démocratie. Nous parlons de la démocratie. Le président Touadéra, c'est un président élu démocratiquement. Les députés élus par le peuple aussi, qui sont là, qui soutiennent le chef de l'État. Et vous avez aussi ceux d'autres Africains aussi, et des Centrafricains cassants, ceux qui cassent la République, ceux qui détruisent. La coopération gagnant-gagnant, c'est on vous aide militairement sur un plan de coopération pour que votre pays soit stable. Et derrière ça, on parle de l'économie aussi, on parle de l'écologie. Donc, si il y a une stabilité en Afrique, il y aura un développement économique. Donc, s'il y a un développement économique d'une manière gagnant-gagnant, ben, je vois très mal que d'autres pays ne vont pas s'y intéresser. La France a été, depuis toujours, depuis 1835, en coopération avec la République centrafricaine. Aujourd'hui, on a la Russie, et d'ailleurs qui ne sont pas encore investis sur le plan économique, mais qui nous aident sur le plan militaire. Vous avez le Rwanda, vous avez d'autres pays aussi, et la Turquie, qui vient d'approcher la République centrafricaine pour
un contrat dans l'aviation civile. Vous voyez, c'est ça la coopération, c'est ça que le président de la République essaye de faire comprendre à ceux qui veulent toujours détruire la RCA par le biais du terrorisme. Le terrorisme freine l'évolution du pays, le terrorisme freine l'économie d'un pays. Je vous rappelle sur ce plateau, la République centrafricaine est en train de se relier au monde par la fibre optique. Et ça aussi, c'est un plan de développement économique. Où, quand il y a des stabilités, vous savez, on tire les câbles au niveau de Cameroun jusqu'en République centrafricaine. Mais tout ça, s'il y a une stabilité sur le plan sécuritaire, il y aura la démocratisation de NTIC en République centrafricaine et aussi l'évolution, l'ouverture au monde sur le plan économique. D'où le président parle de gagnant-gagnant. Il ne dit pas la RCA c'est comme un plateau, c'est divisé comme un camembert où chacun va prendre sa part. Non, il essaie de faire comprendre aux autres que vous accusez les Russes. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est de voir la France, les Européens ont une relation directe avec la Russie sur le plan économique. Bien sûr. Qui fournit le gaz en Europe? C'est la Russie. Donc, s'il y a cet élément de gagnant-gagnant entre l'Europe et la Russie, eh bien, avec la Centrafrique, ça sera pareil. Avec la France, France-Centrafrique, ça sera pareil. Le président de la République, il est simple. C'est un homme humble. C'est un homme qui aime son peuple. C'est un homme dévoué au service de son peuple. Et il veut seulement la paix, les stabilités. Je vais encore rappeler sur ce plateau, comme j'écoutais, disait notre Jonathan tout à l'heure, vous savez, les hommes politiques centrafricains aiment la France. Ils adorent la France. Ils sont tous là-bas. Quand il y a une déstabilisation, Tchangaï, Doléguélé, tous, ils se retrouvent en France. Ils ne sont jamais au pays. Le 20 décembre, il y en a peu qui sont sur place. Parce qu'ils savent, ils ont des calendriers cachés. Pourquoi l'opposition centrafricaine, entre guillemets l'opposition, parce que les ennemis d'hier qui sont devenus des amis d'aujourd'hui, vous avez Tchangaï qui combattait Bozizé par le biais de phare avec MLPC. Et je vous rappelle que le MLPC faisait partie de la majorité présidentielle à la 6e législature sortante. Aujourd'hui, comme le président Touadéra et le peuple les a battus dans les urnes, ils se retrouvent tous en France. Que faites-vous, les hommes africains, les hommes d'État, soi-disant africains, les hommes politiques africains, en France, quand vous déstabilisez votre pays? Le président de la République, il a reçu tous les anciens présidents, sans exception, y compris Bozizé, logé, nourri, blanchi. Il a pris même le soin de prendre le dernier 4x4, flambant neuf, avec le frais de l'État centrafricain, de partir dans la brousse avec, jusqu'aux frontières du Tchad. Voilà l'état primitif des hommes politiques africains, et y compris les hommes politiques centrafricains qui jouent avec le feu, et que le président Touadéra a compris. Il a été Premier ministre, je vous rappelle, de Bozizé. Il maîtrise le mécanisme politique de la République centrafricaine. Il sait qui est qui en République centrafricaine. D'où il y réagit. Il est calme. Il est posé. Il fait appel au bon sens. La main tendue
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la main tendue du président Touadéra. La main tendue. Le peuple a été révolté pour lui demander, mais pourquoi la main tendue? Pourquoi tu aimes la Bible? Mais parce que c'est un homme de la paix, il prend son temps de réagir. Vous avez vu les résultats aujourd'hui. Le président Touadéra va finir son mandat en bonne et due forme. Il va finir son mandat. Il va stabiliser le pays. La République centrafricaine doit décoller sur le plan économique. Les frontières s'ouvrent. Et ça, c'est le mandat que le peuple a donné au président Touadéra de guider l'étoile des Africains à travers mon pays qui est la République centrafricaine. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Guinan. On va faire le tour de table rapidement aussi pour sortir de cette émission. Luc Michel, je vous retrouve. On a suivi Monsieur Guinan, justement ce partenariat gagnant-gagnant que réclament la plupart des pays africains aujourd'hui, alors que ces grandes puissances-là s'affrontent sur le territoire, sur le terrain africain. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays-là sont à même, sont mieux aguerris pour réclamer un tel partenariat, une telle collaboration? Oui, parce que justement, le bloc de l'Est, il n'y a pas eu de puissance coloniale. Les Russes n'ont pas de colonie. Au contraire, ils ont empêché l'Afrique d'être colonisée dans certaines régions, notamment en Éthiopie au XIXe siècle. La Chine a été colonisée pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, justement, c'est le 100e anniversaire du pillage et du sac du palais d'été de Pékin par les troupes françaises et britanniques, ce que les Chinois n'ont toujours pas oublié. Enfin, les Iraniens, ils ont mis plusieurs décennies à se libérer. Eux, ils apportent un partenariat gagnant-gagnant. Mais pourquoi est-ce qu'une collaboration n'est pas possible avec les Occidentaux? Il n'y a pas seulement les problèmes de volonté d'accord politique. Il y a des problèmes techniques. Les armées de l'OTAN, elles sont équipées d'armes de tel calibre, de formation, d'une organisation qui est complètement différente de celle du bloc de l'Est. Qu'est-ce qui fait que le bloc de l'Est et les paramilitaires, ils apportent leur technicité parce qu'ils ont une formation supérieure? Lorsqu'ils sont intervenus en Ukraine, ils étaient quelques centaines. Ils sont intervenus aux côtés des républiques russophones, des petites républiques de Donetsk et de Lugansk. Et ça fait 7 années maintenant qu'ils tiennent tête à la très grande armée ukrainienne, appuyée sur l'OTAN. En Ukraine, en Syrie, pardon, le corps slave de Dimitri Oudkin qui dirige maintenant Sewa Security en Centrafrique, ils étaient moins de 2000. En moins de 2000, ils ont changé toute la guerre contre Daesh, contre les Turcs et contre les Américains. Ça a été la même chose en Centrafrique. En Centrafrique, il n'y a pas des milliers de Russes, il y a 1350 conseillers militaires. Ils ont changé toute la guerre, ils ont libéré le territoire national. Ça va être la même chose maintenant au Mali. Évidemment, les Occidentaux ne sont pas prêts à faire triste figure. Eux qui amènent des milliers d'hommes, eux qui amènent une logistique puissante, ils n'ont pas été capables en 8 ans, pour peu qu'ils l'auraient voulu, de vaincre le terrorisme. C'est cela la réalité. C'est deux mondes qui s'opposent, deux techniques, et bien entendu, d'un côté la main tendue aux Africains, de l'autre la volonté de recoloniser l'Afrique. Jonathan Batenguene, la Russie n'est pas encore effectivement, du moins, n'est pas encore investie de manière effective sur le plan économique. C'est un point aussi essentiel quand on sait que les États occidentaux, justement certains ont arrêté de subvenir, du moins leurs subventions à ces États-là qui collaborent avec la Russie. Alors est-ce que ce n'est pas aussi une limite à cette collaboration? Ce n'est pas une limite parce qu'on parle bien sûr d'un bloc. On ne parle pas simplement de la Russie elle-même.
La Russie n'est que la puissance militaire de pro dans cette grande union. Il y a derrière les partenaires comme la Chine, l'Iran, il y a d'autres partenaires qui ont la capacité financière d'accompagner ces pays africains. Et il y a d'autres partenaires qui sont des partenaires dans le cadre multilatéral qui n'ont rien à voir avec les intérêts de l'OTAN. Moi, je prends le cas, par exemple, de la Banque islamique de développement. Tout à fait, oui. Cette banque finance indépendamment des rapports que vous avez avec l'OTAN. Donc, il y a des partenaires qui peuvent apporter aux pays africains l'appui dont ils ont besoin. Il y a même la BAD. Il y a même la BAD, qui est une banque... et la Chine vient avec une banque très puissante, Afreximbank. Afreximbank China, c'est une banque qui apporte beaucoup de ressources, des capitaux, qui finance des projets d'envergure. D'ailleurs, vous savez que les Américains sont très inquiets par le niveau d'investissement qu'est capable d'accomplir la Chine en matière de financement de projets d'envergure et d'intégration régionale. Donc, la Chine n'a rien à envier à l'économie américaine, encore moins occidentale. Et ce grand bloc qui est en train de se déporter est bien organisé. Il y a la tête de proue qui est la Russie, qui est la puissance militaire qui avance et qui entraîne dans son sillage un ensemble d'autres puissances qui ne sont pas des puissances militaires de moindre envergure, mais qui se sont focalisées sur des aspects complémentaires à la puissance militaire. Et la Chine, c'est le grand pourvoyeur de fonds. Vous savez que l'inquiétude des Occidentaux pendant le début des années 2000, ça a été le niveau de finance des investissements chinois en Afrique. Oui. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils ne pouvaient pas apporter, prenons le cas par exemple au Congo-Brazzaville, ce que la France n'a pas pu apporter au Congo-Brazzaville, la Chine l'a apporté en matière de financement. Les grands financements des projets d'infrastructures sportives qui ont eu lieu à Brazzaville, c'est la Chine qui l'a réalisé. Et ça a inquiété la France. La France s'est dit, nous sommes en train de perdre des pans importants de financement. L'AFD, c'est une agence qui n'a presque plus de fonds. Son niveau de financement est en dessous du milliard d'euros. Donc, ce n'est plus la même capacité financière que la Chine. Or, la Chine vous propose des investissements qui sont au-delà de 100 milliards d'euros sur le continent africain. C'est vraiment une puissance financière concurrente de ce qu'on a dans les instruments du monde occidental néolibéral avec le FMI, la Banque mondiale, qui propose des prêts concurrentiels via le Club de Paris et le Club de Londres. Donc, la Chine, c'est vraiment cette puissance-là qui peut constituer le moteur financier du grand bloc de l'Est. Et ce bloc est encore en train de se construire. Vous avez l'Algérie. Hier, je suivais l'émission avec une Algérienne, Madame Larbaoui, qui expliquait que l'Algérie est prête à réaliser des investissements. J'ai toujours parlé ici de ce qu'on appelle le capitalisme, un irradiant du capitalisme périphérique. L'Algérie a la capacité d'être un irradiant du capitalisme périphérique. Et l'Algérie, bien plus aussi, parce que l'Algérie a sa propre monnaie. Vous allez voir que dans cette plaisanterie que la CEDEAO est en train de faire avec le Mali, une mauvaise plaisanterie bien sûr qui se retournera contre eux tous, l'Algérie, le Mali sera obligé de sortir de l'union monétaire de l'Afrique de l'Ouest pour rentrer dans une union monétaire avec l'Algérie dans le cas d'une intégration plus poussée avec le bloc de l'Est. Et cette union monétaire va avoir un impact positif sur l'économie malienne qui va rejaillir sur la perception qu'ont les populations de leur union monétaire en Afrique de l'Ouest. Et je pense que ce sera encore là le grand déclencheur d'autres révolutions pour un rapprochement davantage avec ce bloc. L'échec de l'Occident en Afrique est plus que patent. Le cas de la Centrafrique nous a montré qu'on n'attend plus rien de l'Occident. La France présente là-bas depuis 50 ans. Elle-même n'a fait que fabriquer des rebelles. D'ailleurs, vous avez suivi tout à l'heure M. Gognon. Il a dit, les opposants centrafricains ne résident pas. M. Dologuele, qui est le numéro 2 à l'élection, la dernière élection, il ne réside pas en Centrafrique, il réside où? À Paris. Ça veut dire que c'est un petit larbin de Paris qui se fait larver le cerveau. Et c'est regrettable pour un individu qui, au 21e, sait faire la politique en Afrique,
de se faire aussi infantiliser et d'aller résider chez quelqu'un qui l'exploite. C'est comme si lui-même n'était pas capable de penser par lui-même. Bozizé, il s'est fait copieusement escroquer par Areva. Vous vous souvenez du scandale du Ramin en 2007? On a dit à Bozizé qu'Areva allait construire la ville de Bakamou, je crois bien, c'est Bakamou là. Bakouma, voilà, Bakouma. Bakouma, on lui a fait rêver que les Français, avec Areva, allaient construire un petit Dubaï à Bakouma. Et lui-même allait répéter ses sonnettes à Bakouma. Mais plus de 2 ans plus tard, il s'est retrouvé avec une ville qui était ultra polluée, avec du matériel qui avait été, du matériel tout à fait rudimentaire qui était utilisé dans les mines. Vous imaginez, on utilisait les pots de plastique pour transporter de la matière radioactive. Voyez un peu les conditions inhumaines. Le salaire moyen là-bas était de moins de 70 euros. Moins de 70 euros. Le numéro 2, c'est-à-dire le directeur adjoint de la mine, touchait 700 000 francs CFA le mois. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles ces gens étaient exploités. Et je suis quand même étonné de voir que M. Bozizé, malgré cette grosse escroquerie, se fait encore infantiliser à créer une rébellion fantaisiste composée de terroristes qu'il veut utiliser pour revenir aux affaires. Vraiment, je ne sais pas s'il est hanté par des démons, mais je veux croire que c'est encore un homme qui a toute sa tête. Merci à vous, Jonathan. Et puis, juste pour renchérir un peu cette information, en parlant d'agence de développement, on rappelle que la Russie également a une agence de développement en Afrique. Alors, je sors avec vous, Monsieur Guinan, sur cette question. Je vais tout simplement vous laisser la parole. Peut-être un mot de fin pour sortir. Qu'est-ce qu'on retient? Merci, Madame Siké. Nous sommes des Africains. Nous avons notre propre culture, notre manière de faire, notre manière de vivre. Nous avons nos langues, nous avons nos cultures linguistiques. Mais je tiens d'abord à féliciter aussi Afrique Média pour la démocratisation de la parole donnée et le sacrifice. Je lance un appel sur vos plateaux, parce que c'est ce que j'ai constaté, que nos dirigeants africains ne donnent pas beaucoup d'efforts à aider nos médias. La vulgarisation de nos médias, c'est quelque chose de très important. La guerre de communication aujourd'hui, quand on vous parle, on vous répète sans cesse, RFI, France 24, RFI, sans faire de la publicité, c'est à travers les médias, ce n'est pas de leur faute, ni ce n'est pas la faute aux journalistes, mais ils défendent leurs intérêts, ils défendent l'intérêt européen, ils défendent l'intérêt de la France. Afrique Média défend l'intérêt des Africains. La communication aujourd'hui, c'est quelque chose de très important où nos dirigeants doivent comprendre que pour s'ouvrir au monde, pour que le monde puisse savoir ce qui se passe dans nos pays, il faut soutenir les médias. Il faut un fonds aux médias, le CEMAC. Afrique Média se trouve dans la zone de CEMAC. Il faut des fonds destinés aux médias. Et ça, c'est quelque chose de très important. On m'a fait visiter les installations techniques de Afrique Média. Parce qu'on parle politique, mais il y a aussi une politique de développement. Il y a aussi la démocratisation et la liberté de la parole. Oui. Mais il faut que cette machine qui est derrière sur ce plateau, qui est derrière Afrique Média, puisse fonctionner. Il faut de l'argent, il faut des moyens. Et c'est à travers ces moyens-là que nos médias puissent évoluer
et que les messages puissent passer au fin fond de l'Afrique. Je vous dis qu'en Centrafrique, quand on va à Bagandou, où il y a les réseaux cellulaires, les gens se connectent, ils suivent Afrique 24 sur les réseaux sociaux. Afrique Média. Voilà pourquoi, vers le mot de fin, je demande à nos dirigeants de soutenir nos médias, de soutenir Afrique Média. C'est bien beau de suivre Afrique Média sur son téléphone, c'est bien beau de regarder tout ce qui se passe, tous les décors. Mais derrière, il y a une machine qui doit être avancée et huilée, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais dire. À tous ceux qui ont profité de ces différents messages, et aussi à mes compatriotes centrafricains, les cassants, puisqu'on a des centrafricains cassants, qui cassent la République centrafricaine, ils pensent faire de la politique alors qu'ils détruisent leur pays. La majorité se trouve en France. Oui. Ils sont en Europe et ils cassent leur pays. Ils jettent leur devenu sur nos dirigeants. Et c'est quelque chose qui est négatif. Et je tiens absolument à souligner dans cette prise de parole ici. Je vous remercie pour votre invitation et aussi courage à tout le peuple africain, courage à l'équipe de Afrique Média et aussi au président Touadéra. Au président Touadéra, il faut qu'on... Et je vois qu'Afrique Média fait vraiment ce travail au quotidien pour rappeler l'effort fourni par le président Touadéra en République centrafricaine. Et c'est le guide. Il faut qu'on le suive. Aujourd'hui, on a un père. On a un père qui dirige une nation avec la fermeté. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Aymar Guinon. On rappelle que vous êtes chargé de mission en matière des nouvelles technologies, de l'information et de la communication en République centrafricaine. Merci beaucoup pour votre présence à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup au cabinet du président, c'est ça. Merci pour votre présence, Monsieur Guinon. On va certainement vous retrouver sur d'autres plateaux d'Afrique Média pour d'autres émissions. On va profiter de votre présence ici au Cameroun. Merci aussi à vous, Jonathan Bategini, d'avoir été avec nous. Merci également à Luc Michel qui a été aussi avec nous ce soir. Et bien sûr, sans vous oublier, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette autre édition d'Appel sur le continent sur Afrique Média. Tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, ce sera le grand journal présenté par Linda Dedi. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.